Je viens de finir la lecture d'un essai, d'un traité d'Antoine Lilti, qui est professeur aux hautes études en sciences sociales et qui s'intitule L'héritage des Lumières. C'est un ouvrage évidemment savant, assez volumineux, et qui peut rebuter quelquefois en raison de sa très grande érudition. Il porte en bas de page un grand nombre de références, de notes, mais c'est cependant un livre que je conseille, qui est consacré donc aux idées des Lumières, dont on sait que dans certaines parties du monde, dans certains milieux, il est de bon ton de les critiquer et de soutenir, par exemple, c'est ce que font ce qu'on appelle les post-coloniaux, de soutenir que les idées des Lumières ont dans le fond été à la base et le soubassement de la colonisation, de l'esclavage, que sais-je encore. C'est à mon avis des analyses erronées, totalement excessives, et ce livre le démontre particulièrement bien. Alors, il a le mérite aussi de nous donner une analyse de ce que sont les idées des Lumières, car on a l'habitude d'employer ce terme fréquemment dans le langage courant, sans toujours savoir très exactement ce qu'il y a derrière, ou en tout cas en sachant seulement, pour certains, que c'est l'époque de Voltaire, de Diderot, de l'encyclopédie. Mais le livre fait un pas dans l'analyse de ce que sont véritablement les idées des Lumières. Et il met en évidence qu'il y a dans ces idées 3 points essentiels qu'il résume de cette façon. Le premier point, c'est que ces idées font émerger l'idée que la raison doit l'emporter sur la foi. La raison doit l'emporter sur la croyance, qu'il convient que les hommes qui sont dotés de raison fassent appel à cette raison et cessent de croire uniquement. Il faut bien dire d'ailleurs que les idées des Lumières sont nées un peu contre la religion chrétienne, catholique à l'époque, qui avait la main mise sur pratiquement l'ensemble de la société, le pouvoir lui-même étant le plus souvent à l'époque des monarchies de droit divin, où le roi était censé représenter le Dieu sur terre, et où la religion avait une très grande place dans l'éducation, dans la vie de tous les jours, dans les mœurs, et de manière assez autoritaire et sans beaucoup de tolérance. Et l'idée de la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, a été une opposition à cette mainmise, à ce totalitarisme, d'une certaine manière, des religions. Donc, faire prédominer la raison sur la foi. C'est le premier point des idées des Lumières. Et je ne crois pas que cette idée-là puisse être contestée de quelque manière que ce soit. Elle est, dans le fond, absolument raisonnable et elle est basée surtout sur la qualité de l'homme. L'homme est un homme raisonnable. Il pense par lui-même quand il n'en est pas empêché. Et quand au contraire, on l'incite à penser par lui-même. Et c'est la grandeur de l'homme. Le deuxième point des idées des Lumières, c'est l'idée de progrès.
Et il est vrai qu'on s'est trouvé également au XVIIIe siècle, à une époque de découverte, et notamment de découverte de pays, découverte des Amériques, découverte de la Chine depuis un certain temps, mais progrès aussi dans les techniques, dans la science, qui a fait de grands progrès, qui en fera encore par la suite, et la raison dont je parlais tout à l'heure, permettant précisément ces progrès, etc. Et l'idée de progrès, c'est évidemment l'idée que le monde doit s'améliorer pour que l'homme puisse vivre plus heureux, et que ce progrès est permanent, dû à la recherche et à la raison. Et la troisième idée des Lumières, c'est qu'ils ont mis en évidence, d'ailleurs à cause des deux principes que je viens d'évoquer, les droits de l'homme, les droits de l'humanité, et notamment le droit de penser, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit d'aller et venir, le droit de s'exprimer. Et ce n'était pas si évident à une époque où il y avait une pensée dominante et où, quand on quittait cette pensée dominante, on pouvait être taxé d'hérésie, poursuivi pour apostasie, pour atteinte au sacré, que sais-je encore. Donc, ces idées-là sont fondamentales de l'époque. Voilà les trois principes des idées de lumière. Alors, ce livre très documenté montre que ces idées ont longtemps essaimé en Europe. Il montre d'ailleurs comment, par évidemment les écrivains, par les philosophes, par les salons littéraires, par le fait que ces écrivains étaient lus grâce à l'imprimerie un peu partout en Europe, en Russie, en Pologne, et que les philosophes, d'ailleurs, allaient vers ces pays. On se souvient de Voltaire à la cour de Russie, de Diderot à la cour de Frédéric II, ou l'inverse, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, ils allaient vers ces despotes pour essayer de faire d'eux des despotes éclairés, adeptes des Lumières. Donc ces idées ont beaucoup prospéré. Et puis il est venu un moment où on a vu apparaître un certain nombre de critiques. Il y a eu d'abord une critique par les auteurs marxistes qui ont élaboré une analyse d'ailleurs intéressante sur les droits formels et les droits réels. Et ces juristes de nous dire les droits que les idées que les Lumières ont voulu mettre en avant, ces fameux droits de l'homme, sont pour l'essentiel des droits formels. Ils existent sur le papier, mais dans la réalité, et compte tenu des impératifs de l'économie, des impératifs du pouvoir, sont souvent vidés de leur substance. Alors, cette critique n'est pas totalement inexacte. Elle est un outil intéressant d'analyse, mais reconnaissons tout de même que c'est là, et j'emploie cette formule, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que, en effet, tous les droits de l'homme, l'égalité des hommes et des femmes, par exemple, ne sont pas appliqués de manière parfaite, totale, que cette idée même des droits de l'homme est mauvaise. Appliquons-les, et là il n'y aura plus de cette critique de droits formels, et donc cette idée des droits de l'homme est une idée forte, elle n'est pas aboutie totalement, et c'est un combat permanent, et ça le sera toujours, les hommes étant ce qu'ils sont, un combat permanent pour arriver à les faire appliquer, mais je ne crois pas que l'idée soit contestable. Et il y a une critique plus importante
qui a eu un succès encore plus grand d'ailleurs, et qui est encore d'actualité de nos jours, c'est la critique de ce qu'on appelle les études postcoloniales. Les études qui sont nées notamment d'écrivains, de philosophes, issus des anciennes colonies, qui ont connu donc les méfaits de la colonisation, et qui ont à partir de là créé une analyse qui consiste à dire que les droits de l'homme ont été la base idéologique de l'esclavage et de la colonisation. Et que derrière ces droits, ça a été une façon pour l'Europe, puisque les droits, les Lumières sont nés en Europe, ça a été un outil, un instrument, un véhicule pour aller coloniser, pour procéder à l'esclavage. Je pense que cette analyse est fausse à la base, et je vais dire en 2 mots pourquoi. Elle est fausse d'abord parce que si on regarde bien les écrits des philosophes des Lumières, pratiquement tous, et le livre d'Antoine Lelty en fait le recensement de manière approfondie, on voit que tous ces philosophes, tous ces auteurs ont été absolument contre l'esclavage, ont été contre la colonisation violente. Ils espéraient en effet que les idées des Lumières iraient vers ces pays qui ont été colonisés, parce qu'ils estimaient que ça aurait fait le bonheur de ces peuples, mais ils étaient contre la colonisation violente, et ils décrivent de manière très claire à la fois les violences, l'ambiguïté de ces gens qui se prétendent défenseurs des droits de l'homme et qui colonisent avec violence, et pour des raisons d'enrichissement et d'économie. Donc, les auteurs des Lumières, les idées des Lumières, ont eux-mêmes pris la mesure de ce que ça pouvait être une difficulté, et ils ont porté une condamnation quasi unanime sur cette. Par conséquent, c'est là aussi ce qu'il faut voir, que les peuples et les pouvoirs politiques aient usé des idées des violences comme une sorte de paravent, comme une sorte d'excuse à des actes de violence et de colonisation ou d'esclavage, ça n'est probablement pas douteux. Mais là encore, ça n'enlève rien à la validité de l'analyse de tous ces droits et de toutes ces idées. Enfin, il y a aussi une critique qui est apparue petit à petit aussi, selon lequel ces idées des Lumières, et notamment celles du progrès, ont été un peu contre-productives, en ce sens que, et on s'en rend compte très bien aujourd'hui, avec par exemple tout ce qui s'écrit sur la pandémie, ces idées de progrès permanent, de progrès poussé très loin, pouvaient conduire à des situations absolument condamnables, et pouvaient conduire l'homme à se prendre pour véritablement le centre du monde, l'unique personnage de la création, et à travers ce qu'il appelle le progrès, maltraiter la nature, les animaux, etc. L'écologie, sur ce plan, est un peu une critique de cette notion de progrès qui avait enthousiasmé le XVIIIe siècle et les idées des Lumières. Et il y a probablement sur ce point à effectivement réfléchir sur l'idée que, certes, la recherche intellectuelle, la recherche scientifique, la recherche médicale, la recherche dans tous les domaines est une nécessité, qu'elle est un des trésors de l'humanité, mais qu'il faut savoir aussi, avec philosophie, dominer les problèmes. C'est un peu ce qui a toujours existé, les dangers de la science. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait déjà Rabelais avant même le XVIIIe siècle. Donc,
Voilà ce que l'on peut dire des idées des Lumières, voilà ce qu'on peut dire de l'analyse de ce livre. Je terminerai en disant qu'il se termine par l'analyse de la façon dont on peut, quand on adhère à cette idée que ces idées sont bonnes, les faire évoluer. Alors là, il y a toute une grande partie du livre, très intéressante, sur la façon dont les idées se sont répandues dans toute l'Europe d'abord, puis au-delà de l'Europe, par les salons littéraires, par les écrits des philosophes. Et là, l'imprimerie a évidemment joué un très grand rôle, par l'éducation, petit à petit. Et l'auteur se demande aussi, avec d'ailleurs les écrivains du XVIIIe siècle, comment pouvoir aider les peuples à adhérer à ces idées qui sont bonnes pour lui, sans avoir à utiliser la force, ce que l'on a fait peut-être trop souvent. Alors là, il y a un grand débat sur la fameuse théorie des despotes éclairés. Est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, dans un peuple qui a une éducation relativement faible, que un dirigeant autoritaire, un despote de l'époque du XVIIIe siècle, mais modéré en ce sens que, et éclairé en ce sens qu'il adhère, lui, à l'idée des Lumières, fasse progresser son peuple. Je ne suis pas insensible à cette analyse parce que j'ai l'expérience. Alors, évidemment, on me dira que je ramène cela toujours à la politique tunisienne, mais c'est un peu ma marotte. J'ai l'expérience du président Bourguiba, qui est le type même, je crois, du despote éclairé. Indiscutablement, il n'a pas été un très grand démocrate. Ça, personne ne peut le dire. Encore qu'il ait été modéré dans sa dictature pendant une longue période. Mais il a été un despote éclairé, car il a préconisé un certain nombre de mesures qui viennent des idées des Lumières. Et son attitude à l'égard de la religion est une attitude que les Lumières ne récuseraient pas. Et il a fait progresser ce peuple d'une manière extraordinaire. La Tunisie était le seul pays arabe, le seul, qui avait une qualité de population et de citoyenneté extrêmement importante, qu'il est malheureusement en train de perdre aujourd'hui. Alors oui, des despotes éclairés, il en faut peut-être. Mais je crois, et j'en terminerai par là, qu'il n'y a que l'éducation dont a si bien parlé et qu'a si bien analysé un homme des Lumières, Condorcet, qui est la solution à ce problème. Mais l'éducation, à condition encore qu'elle soit prise dans le cadre des Lumières. Si c'est une éducation religieuse, sclérosée, qui met en avant une bigoterie, une répétition de certaines croyances, elle ne donnera rien. Il faut une éducation qui soit fondée sur des hommes des Lumières, précisément. Voilà, c'est un livre dont je conseille la lecture, même si je l'ai dit en débutant et je le dis en terminant, il est quelquefois un peu difficile, parce qu'il est très érudit. Il fait état de beaucoup de choses. Mais quand on prend la peine de le lire attentivement, on apprend beaucoup.